Audio Jungle. Audio Jungle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Il n'est plus l'ombre d'un doute que les prochaines élections présidentielles au Congo-Brazzaville auront lieu en mars 2021. Vous savez que ces élections ont été l'objet d'une concertation politique qui s'est tenue à Madingu du 24 au 26 novembre dernier. Les conclusions de cette concertation faisaient état des propositions faites par l'opposition congolaise qui souhaitait bien entendu l'amélioration des conditions d'organisation de cette élection de façon à se retrouver avec une organisation où les résultats d'une élection non contestables. Malheureusement, toutes ces propositions ont été balayées d'un revers de main. Elles ont été ignorées par le pouvoir de Brazzaville, à en croire bien entendu le communiqué final du Conseil des ministres du 4 décembre 2020, mais aussi de l'interview accordée par le secrétaire général du Parti congolais du travail que je vous propose de suivre et on revient sur le plateau pour continuer notre émission. Nous nous apprêtons pour aller à l'élection puisque c'est constitutionnel. Nous nous apprêtons à aller à l'élection, mais dans les délais constitutionnels, sans les dépasser. Sinon, on aboutirait à une espèce d'impasse et donc une situation porteuse de crise. Voilà ce qui va constituer donc l'objet de notre émission aujourd'hui. Parmi ces candidats, les candidats à l'élection présidentielle, mais nous aurons la confirmation par notre invité lui-même, figure Bertin Pondi-Ngouari, qui en réalité n'est plus à présenter aux Congolais, mais c'est un ancien gendarme qui s'est converti en politicien. Est-il réellement candidat ou ce sont encore des rumeurs? Il nous le dira tout à l'heure. Nous parlerons également de son livre qu'il venait de mettre sur le marché qui s'intitule « Difficile de se taire ». Bonjour Bertin Pondi-Ngouari. Bonjour. Vous étiez soutien de Jean-Marie Michel Mokoko qui se retrouve aujourd'hui en prison et qui risque d'encourir 20 ans. Vous annoncez votre candidature. La première des choses, je veux savoir si réellement vous êtes déjà candidat ou vous êtes un prétendu candidat. Je suis candidat déclaré. J'ai déclaré ma candidature. Je suis un candidat déclaré, pas prétendu candidat ou supposé candidat, non. Je suis candidat déclaré aux élections présidentielles de mars 2020. Candidat déclaré à l'élection présidentielle de mars 2021. Hier, vous étiez le soutien de Jean-Marie Michel Mokoko, je l'ai dit, qui croupit aujourd'hui en prison et risque d'encourir 20 ans. Aujourd'hui, vous décidez d'être candidat à l'élection présidentielle face à Denis Sassou Nguesso, donc le même mobile qui a conduit celui sur qui vous juriez en 2016. Est-ce pour autant dire que le dossier Jean-Marie Michel Mokoko est désormais revolu une page tournée ou probablement que vous vous dites le général a dû commettre une erreur que vous prendrez en compte pour affronter Denis Sassou Nguesso? En fait, ma candidature n'est pas associée avec l'association de Jean-Marie Michel Mokoko. Comme vous avez su le dire, je l'ai soutenu en 2016. Non, mais en fait, nous sommes dans la continuité. 2016 n'est pas 2021. C'est 2021, c'est autre chose. Et donc, il est parfaitement sérieux de dissocier ma candidature avec l'association de Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un aîné que je respecte beaucoup. Il est parfaitement normal que nous puissions tenir compte des erreurs, certainement qu'il a aussi commises, s'il y en a. Mais je suis candidat simplement pourquoi? Parce que nous devons aller aux élections présidentielles, affronter le système, ce système qui nous broie depuis des années. Voilà, c'est tout. Ça n'a pas un lien particulier avec l'association de Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous sommes dans une dictature, vous le savez bien, et dans une dictature, on ne croise pas le bras parce qu'en face, c'est des gangsters qui sont de torser, de bomber leur torse. Non, nous allons aux élections parce que nous voulons réorienter nos suffrages vers la justice, vers la démocratie, vers le bien-être social. Et je sais également qu'on ne va pas à une élection, quelle qu'elle soit, sans être rassuré des garanties, l'organisation de cette élection. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous garantit pour que vous preniez part à cette élection de 2021? Les enjeux géopolitiques et géostratégiques
stratégiques ont changé. Je suis un leader politique, ce n'est pas aujourd'hui. Je pense que de ma génération, de ceux qui sont nés après les indépendances, je pense que je suis devenu aussi un aîné. Et le 27 octobre passé, Denis Sassou Nguesso, pour ceux qui sont assez éclairés, très initiés dans la chose politique, ont bien compris qu'il venait de couper le cordon avec le passé. Et donc, nous sommes une nouvelle génération. Nous ne nous sentons pas liés de loin ou de près avec ce qui a embourbé le pays, avec cette génération. Donc, vous parlez des garanties. Même en 2016, il y avait des garanties. S'il n'y avait pas de garanties, aujourd'hui, là, notre aîné Jean-Marie Michel Mokoko ne serait pas aujourd'hui devenu comme notre icône. Et pourtant, lorsque moi, je fais venir Jean-Marie Michel Mokoko en 2016, même autour de moi, dans mon équipe, les gens étaient sceptiques. Aujourd'hui, on voit que même au niveau de la diaspora, tout le monde se revendique soutien de Mokoko. Donc, voyez-vous que les leaders ont toujours une longueur d'avance par rapport aux citoyens ordinaires. Nous devons apprendre à soutenir les leaders. On n'est pas leader par hasard. Moi, j'ai commencé la lutte politique bien avant beaucoup. Même ceux qui sont en exil aujourd'hui, pour certains, je les ai laissés. Je suis rentré au pays, mais avant d'aller à mon exil, comme eux, j'avais des armes à la main contre ce système-là, vous le savez. On n'en parle pas suffisamment. Mais voyez-vous, si moi-même je n'en parle pas, je risque d'être placé dans le tiroir parce que ce monde-là est horrible. Et donc, je sais de quoi je parle. Tout est bon à entendre, mais tout n'est pas bon à dire. Mais je pense que 2021, c'est le meilleur moment. Le meilleur moment, pourquoi? Parce que la nature est avec nous, la justice est avec nous, la communauté internationale est avec nous. Les conditions sont parfaitement alignées. Même les étoiles sont alignées pour que cette fois-ci, le système puisse, comment on appelle ça, se rétracter et à la limite nous ouvrir la voie vers l'alternance. Voilà. Et les garanties, les détails, sinon ce serait prendre toute la journée. Évidemment, nos téléspectateurs voudront bien savoir de quelles conditions vous parlez, puisque tout le monde déplore les conditions d'organisation des élections au Congo, ce qui a fait d'ailleurs l'objet des suggestions dont je vous ai parlé d'entrée du jeu de la part de l'opposition congolaise. Et nous repartons aux élections sous les mêmes conditions. Mais vous dites que les conditions sont différentes d'avant et aujourd'hui, elles sont totalement réunies. Est-ce qu'on peut comprendre c'est quoi exactement? De quelles conditions parlez-vous? Moi, je suis politicien, vous êtes journaliste. Vous parlez comme un journaliste. Mais M. Pondingware qui est en face de vous, M. Christian, c'est quelqu'un qui a fait la résistance militaire. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, j'ai rencontré des autorités de ce pays, je les connais bien. Beaucoup sont des combattants aujourd'hui, là, aussi bien au Congo qu'à l'étranger. Ils portent le concept combattant comme ça. Et je ne sais pas si réellement ils mesurent la profondeur de ce concept combattant. Donc, il s'agit bien de connaître les enjeux nationaux, la profondeur de la situation du Congo, connaître les acteurs politiques congolais qui nous mettent dans ce bourbier-là. Alors, ça serait très long pour expliquer tout ça. Mais je suis leader. Le leader, c'est celui qui voit, même lorsqu'il est assis, il voit plus loin que celui qui est debout. Apprenons parfois à faire confiance aux leaders. Si déjà j'ai signé des accords de paix à Mouyonzi avec ces leaders, avec les Mvouba, les Okombi Salissa. Aujourd'hui, Okombi Salissa, qui devient votre icône aujourd'hui, il venait signer des accords avec moi à Mouyonzi. Donc, c'est une question de temps. Oui, Bardin, pendant que vous parlez de la résistance militaire à Mouyonzi, on va revenir sur ce dossier, mais parle-nous d'abord de ces conditions, parce que vous dites qu'il faut faire confiance à un leader. Or, une population ne peut faire confiance à un leader que lorsqu'elle a compris la vision de son leader. Il faut que vous expliquiez à cette population c'est quoi exactement. La vision du leader, écoutez s'il vous plaît Christian. Oui. Les enjeux ont totalement changé. Lesquels exactement? Sassou Nguesso, lorsqu'il arrive au pouvoir, lorsqu'il arrive en 1997, il écrit un livre, Le fleuve, le Mongé et la souris. Même l'élite congolaise ne fait pas attention à ce livre-là. Sassou Nguesso, lui, il n'a jamais pris le temps de cacher ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il met ça à notre portée. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement intelligents que, à la limite, on rejette tout parce qu'on se dit parce que bon, c'est écrit par Sassou. Bon, c'est pas la peine. Non. Pour lui, la politique, c'est comme un jeu. Et nous, notre génération, en fait, est rentrée dans ce jeu pour comprendre d'où vient le mal. Le mal de notre pays, c'est que depuis longtemps, le pays a été commandé dans les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui commandent le pays depuis longtemps. Et nous avons des preuves. C'est pour ça que je vous donne la première preuve, c'est ce livre-là. Vous lisez le livre. Que les Congolais lisent le livre, qu'ils comprennent que les ténèbres aujourd'hui nous rattrapent. Et maintenant, la misère, il y a le chômage,
Il y a la crise, ainsi de suite, multidimensionnelle. Ok, j'en passe. Le chômage, j'en passe. Les retraités n'ont plus d'argent, j'en passe. Mais est-ce qu'ils connaissent la profondeur comment on appelle ça, la cause profonde plutôt de cette difficulté-là? C'est cette cause qu'on veut que vous expliquez à vos militants, certainement à la population. C'est ce que j'explique dans le livre. Et je dis à la population, maintenant que les ténèbres nous ont suffisamment servi, écoutez maintenant ce que le ciel nous dit. Le ciel nous montre le chemin. Mais le ciel a commencé à nous montrer le chemin depuis 2016. Lorsqu'on a fait venir Jean-Marie Michel Mokoko, nous les cadets, on le fait venir de la Centrafrique. On le place devant pour qu'on lui montre le chemin. On lui dit, voici ce que le ciel proclame. Tu es devant nous comme une lanterne. Nous, on te suit. Mais voici la voie qu'il faut suivre. Lui n'a pas suivi cette voie parce que manifestement, il a été entouré par les gens, par ses congénères. Et il se retrouve dans cette situation que tu es en train d'expliquer tout à l'heure en prison. Bon, on ne sait pas s'il s'en sortira. Maintenant, nous, étant donné qu'il est en prison, cela ne va pas arrêter notre marche. Nous reprenons donc la marche exactement là où les forces du mal nous ont freinés. Avec Jean-Marie Michel Mokoko, avec la même vision du ciel, avec la même vision spirituelle, avec la même vision juridique, intellectuelle, pour continuer cette marche-là et arriver en 2021 sur l'alternance. Alors, oui, mais si je semble vous comprendre, ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas de remords de voir Jean-Marie Michel Mokoko en prison, alors que c'est vous qui l'avez fait venir, c'est vous qui l'avez soutenu, que vous vous présentez aujourd'hui face à Denis Sassou Nguesso dans les mêmes conditions, voilà, certainement pire que hier. Je me permets toujours de te le dire, toi tu es journaliste, moi je suis politicien. Je veux comprendre évidemment, voilà. Je te réponds, j'aime bien des questions pertinentes comme ça. Tu parles du mot remords, mais n'oublie pas que lorsqu'on va en politique, le leader, c'est celui qui passe soit par la prison, soit par l'exil, ainsi de suite. Mais moi, j'ai connu l'exil. J'ai passé 4 ans en exil. J'ai passé 4 ans, 2 ans dans la forêt, en train de lutter avec armes à la main, ce que beaucoup de combattants n'ont pas fait. J'ai fait 4 ans en prison, Christian. Mais pendant que j'étais en prison, les Mokoko, Okombi, eux, ils étaient avec Sassou. Mais pourquoi vous parlez des concepts comme remords? Ne me prenez pas au sentiment. Nous sommes politiciens. Je suis en train de vous dire qu'un leader connaît les vicissitudes de la politique. Si je m'engage en politique, ce n'est pas aujourd'hui là. Je me suis engagé depuis que j'ai commencé à lutter dans les forêts de Mouyonzi, de la Bouenza, du Niari, de la Lekoumou, vous le savez. Aujourd'hui, il est plus que temps que nous puissions réclamer l'alternance, que nous puissions réclamer ce qui nous est dû. C'est cette démocratie, c'est cette liberté-là. Que les uns et les autres se retrouvent en prison avant d'avoir plutôt la liberté prochainement. C'est un fait. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons croiser les bras parce qu'on est en train d'emprisonner les uns et les autres. Ce n'est pas ça qui va nous frustrer, ce n'est pas ça qui va nous freiner. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Les gens continuent à lutter dehors. On ne va pas dire que les gens n'avaient pas de remords. Pourquoi vous utilisez des concepts comme remords? Non. Non, je voulais simplement dire que l'idéal serait que vous réclamez la libération de Jean-Marie Michel Mokoko. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, qui est devenu une icône sur le plan politique. Voilà. Mais vous voilà... vous vous engagez à être candidat à une élection dont les conditions, nous le savons, sont déjà biaisées. Mais vous dites, pour vous, les conditions sont plutôt réunies. On veut comprendre de quelles conditions vous parlez. Expliquez-nous un peu ces conditions, c'est quoi exactement? Je précise encore que là, tu parles comme un journaliste. Et moi, je vais te répondre comme un politicien. Je vais te dire une chose. J'ai passé 4 ans en prison. Christian, tu n'étais pas là pour dire Pandingouari est en prison. C'est une prison politique, vous le savez. Il faut épanouir les banderoles pour demander la libération de Pandingouari. Non. C'est peut-être qu'on n'avait pas l'information. J'aurais aimé plutôt que les gens continuent à combattre. Ce n'est pas parce que Pandingouari est en prison que les gens vont croiser les bras dehors. Et moi, c'est ce que je continue de faire maintenant là. Mokoko, c'est un compagnon de marche. Nous avons marché ensemble avec les Libongo Ngoka, ainsi de suite. Même les Mario Manzima qui sont avec vous en France aujourd'hui, je crois qu'il est en train de me suivre. Je pense qu'il comprendra. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas des éternels pleurnichards. L'un de nous est arrêté, on se met à pleurer, on commence à épanouir les draps noirs, les drapeaux noirs pour dire que nous sommes en deuil. Non, nous continuons la lutte. C'est comme ça que la politique marche. Étant entendu que les lois, la nature, le droit exigent au système de venir demander encore le suffrage du peuple pour se recharger politiquement, nous attendons donc cette occasion pour lui rappeler évidemment que le temps a changé. Nous allons maintenant orienter nos suffrages ailleurs. Donc, ce serait donc une faute grave que de laisser passer cette occasion, que de dire nous, bon, on ne va pas aller aux élections parce que nous avons des compagnons de lutte politique qui sont en prison. Non, et vous allez dire, mais les conditions ne sont pas réunies. Les conditions, je ne dis pas que les conditions sont réunies. Je dis ceci, même pour revendiquer, parce qu'il y a les uns et les autres de la diaspora et parfois au Congo, ils disent que non, bon, il faut faire appel à la communauté internationale pour qu'on puisse réunir les conditions avant d'aller aux élections. C'est grave.
c'est plus que grave. Pourquoi? Parce que c'est mal connaître comment fonctionne la communauté internationale. Ils disent non, il faut qu'on s'asseye pour qu'on puisse, à la limite, demander le soutien de la communauté internationale face à ce système-là. Non. Il faut que nous nous sentions lésés d'abord. Nous allons aller aux élections présidentielles. C'est comme un footballeur, une équipe de football qui joue tellement bien, sûr de ses joueurs. Nous savons que nous allons jouer sur le terrain de l'adversaire. Nous allons jouer même contre l'arbitre qui n'est pas pour nous. Nous jouons tellement bien que les forces seront tellement lisibles que même l'arbitre aura du mal à faire le complot contre nous. Et maintenant, si par maladresse, il commettait l'erreur de faire le complot au su de tout le monde, même devant la communauté internationale, lorsque nous allons réclamer notre dû, notre victoire, la communauté internationale va se presser évidemment de venir au chevet du Congo. Mais sans revendiquer quelque chose, vous n'allez pas aux élections, vous boycottez, et eux, ils vont passer, ils vont nous gagner par forfait. Et vous allez appeler la communauté internationale, vous êtes quel genre de leader? Je voulais revenir, Bertin, sur d'abord ta personnalité. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que tu es un ancien gendarme qui s'est converti, et je vous l'avais dit d'ailleurs d'entrée du jeu, en politicien. Aujourd'hui, tu te présentes, comme tu es en train de l'affirmer d'ailleurs, candidat à l'élection présidentielle de 2021. Je sais qu'en 2009, vous étiez également candidat, on peut dire malheureux. Vous nous direz comment ça s'est passé. Mais vous êtes parti de l'armée, sinon de la gendarmerie, au grade, je crois, de capitaine. À ma connaissance, peut-être que vous nous direz un peu plus. Je n'ai jamais su que vous étiez devenu soit homme d'affaires quelque part, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire qui finance votre candidature, sachant que c'est quand même 25 millions de francs CFA pour déposer la candidature, sans compter la campagne électorale, il faut rassembler quelque chose d'un demi-milliard pour vraiment battre campagne pour cette élection. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos sources en fait de revenus? Vous n'êtes pas politicien, c'est moi le politicien, vous êtes journaliste. Je ne cherche pas à savoir qui a financé votre voyage aux États-Unis pour aller ouvrir votre chaîne, ainsi de suite. Ce sont des détails qui n'intéressent pas aussi, je crois, notre peuple. Et en ce qui me concerne, j'ai mon livre qui est là. Pour ceux qui veulent savoir comment j'organise ma vie, qu'ils achètent le livre. De toutes les façons, le livre, je l'ai financé pour qu'il soit sur le marché. Et donc, ça aussi, c'est une source de financement. C'est un exemple. Mais bien, le peuple a besoin de savoir comment sortir de cette routine-là. Comment sortir de cette difficulté, comment sortir de ces ténèbres. Je suis en train de vous expliquer ici que depuis longtemps, ce sont les ténèbres qui ont dirigé la corruption, le mensonge, le vol, ainsi de suite. Cette fois-ci, nous devons simplement nous placer derrière un leader qui est capable de faire face à ce système. Au lieu de chercher à savoir, bon, mais Pandingwari, c'est un ancien officier de gendarmerie, il était candidat en 2009, candidat aux élections législatives en 2012, candidat aux élections législatives et locales en 2017. Je suis déjà un vieux routier. Donc, les questions de savoir comment j'organise ma vie, comment j'organise ma poche, ça n'intéresse pas le peuple. Comment le peuple vous fera-t-il confiance s'il ne vous connaît pas exactement, si vous ne pouvez pas vous expliquer devant ce peuple? Je suis d'accord, mais le peuple, pour me faire confiance, il faut d'abord que le peuple comprenne une chose, que lorsqu'on a un parti politique, moi j'ai ouvert un parti politique, le parti politique que j'avais, les gens devaient verser, il y a des cotisants qui devaient verser chaque mois 1000 francs, n'est-ce pas? Le phare, le Forum pour l'alternative et la République, c'est un parti politique que j'ai présidé pendant près de 4 ou 5 ans. Mais si vous n'êtes pas informé, comment vous n'allez pas me poser de telles questions? Oui, c'est l'occasion de nous le dire. Est-ce que vos partisans cotisent à hauteur de combien et voilà comment sont gérés vos comptes? Un petit taxi, je peux avoir un petit bus qui circule. Pourquoi voulez-vous que je puisse, pendant que les uns et les autres n'arrivent pas à organiser leur vie, moi je me suis sacrifié pour cette vie, pour comment on appelle ça, pour cette lutte-là. J'aurais pu aussi aller en exil avec 5 millions, aller m'asseoir quelque part et puis faire du bruit dans les réseaux sociaux comme font les autres. Mais je suis en face là. Donc en fait, c'est comme s'il y a des gens qui attendent que après mon coco, après au combi, qu'on me prenne aussi comme ça. Bon, en fait, on va mettre tous les poulets dans un poulailler ou dans une ferme. Puis les gens vont se dire, voilà, les vrais politiciens, ce sont ceux qu'on est en train de jeter dans le trou. Non, nous sommes tous passés par là. Ce que nous faisons ici, c'est quoi? Celui-ci, après un petit 1000 francs, il vient me soutenir. Il y a des dons, il y a des legs. C'est comme ça que la vie politique est organisée à travers le monde. Mais ça, pour les gens qui sont éclairés, qui sont instruits, ils le savent. Pourquoi revenir sur ça? Peut-être pour ceux qui ne savent pas que je suis politicien. Mais maintenant, là, ils savent que je suis leader. Ils peuvent venir. Ils peuvent entrer en contact avec mes représentants, que ce soit en France, que ce soit ici au pays. Mais la question ici, c'est celle de savoir, faut-il aller aux élections ou pas?
Ça, c'est une Oui, question mais évidemment, Bertin, c'est de cela que nous parlons parce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, plus rien n'est secret. On doit tout mettre à la disposition, surtout de ces militants, sinon de la population congolaise qui voudra bien vous faire confiance. Ils doivent comprendre d'où viennent vos financements, comment vous fonctionnez. Et tout ça, c'est important pour la population. Je C'est suis pas seulement l'élection. Lorsque Oui. Bertin Paris met sur le livre, on appelle ça, édite un livre à coups de millions, qu'ils mettent ça sur le marché à la disposition des lecteurs, et que les lecteurs ne veulent pas peut-être acheter de livres. Il faut que je prenne un micro, que je parle depuis Brazzaville, ici, ou bien depuis Mbota, dans mon quartier résidentiel à Pointe-Noire, avec un mégaphone pour que vous écoutiez à travers le monde que voilà comment je suis organisé, voilà. Mais il y a un livre qui a près de 232 pages, dont j'explique dans les détails comment j'organise ma vie. Mais que les gens achètent. J'ai comme l'impression que l'élite congolaise ne lit pas. L'élite, à la limite, c'est les réseaux sociaux, c'est les injures, c'est n'importe quoi. Non. C'est la raison pour laquelle, d'abord, nous vous avons sur le plateau. Si vous ne leur expliquez pas et qu'ils doivent lire ce livre de 232 pages pour vous comprendre, je crois que nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle. Maintenant que vous avez l'occasion de leur expliquer, de leur dire ce que vous êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, je crois que c'est une opportunité pour vous. Que ces gens-là, ceux qui doutent encore de moi, écoutent ceci, qu'ils écoutent bien. Je suis né le 19 septembre 1965 et j'ai voulu faire une carrière militaire. Ma vie, c'était d'abord la carrière militaire. Quand je résume. Voilà, j'ai fait de belles écoles militaires, mais mes écoles militaires sont en France, là où certains sont là-bas. Que ce soit l'école de gendarmerie, que ce soit l'école des parachutistes, que ce soit l'école de Saint-Cyr, tout est avec vous là-bas, en Europe ou en Amérique. Mais mon destin a basculé lorsque j'ai été accusé pour l'atteinte contre la sûreté de l'État et on m'a jeté en prison pour 4 ans. Et quand je sors de cette prison-là, le jour qu'on me juge, c'est le juge Charles-Émile Apès qui, regardant mon dossier, se dit « Toi, tu es un leader, ta place n'est pas dans l'armée. » Mais j'explique tout dans les détails dans le livre. Si tu ne repars dans l'armée, tu n'auras pas une longue vie. Alors, va dans la politique. Je dis, mais comment je vais faire dans la politique? Comment je vais m'exprimer? Je suis riche, je suis pas riche, je suis pauvre. J'explique tout dans les détails dans le livre. Alors, à ce moment-là, je découvre une nouvelle vie. Parce que lorsque vous êtes sorti d'une prison après près de 3 ans et demi d'atteinte contre la sûreté de l'État en prison, mais vous êtes abandonné par vous-même, tout à fait oublié, châtié. Mais ça, nous sommes dans un pays que tout le monde devrait comprendre. À partir de ce moment-là, je me dis, bon, les conseils que les aînés m'avaient donnés étaient sur la bonne voie. Alors, je vais donc m'engager en politique. Et voilà comment je m'engage en politique. Je m'engage en politique en faisant quoi? En étant candidat en tant qu'indépendant parce que je n'avais pas un parti politique. Et j'ai prié Dieu pour que je puisse avoir des soutiens. Et j'ai eu des soutiens là où les gens sont en train de me suivre. Qui peut m'amener 10 000? Qui peut m'amener 1000 francs? Qui peut m'amener 1 million? Qui peut m'amener 20 millions, 10 millions? Et c'est ce qui s'est passé. Bientôt là, vous allez voir ici au Congo, à Brazzaville, dans toutes les régions. Bientôt, vous allez voir, Sassou Nguesso aura des dons. Chaque préfecture, chaque sous-préfecture va aller déposer 10 millions, 20 millions. Tous les Congolais qui sont au pays ici le savent. Mais faites ça aussi pour nous, entre nous les pauvres. Si déjà les riches entre eux se soutiennent, pourquoi les pauvres on ne pourrait pas se soutenir? C'est quand même malheureux. Mais donc, voilà pourquoi la population voudrait savoir à qui elle a affaire avant de le soutenir. Voilà. C'est pour ça que Christian, ce que je dis, c'est capital. Le peu d'argent que Dieu me donne, que j'organise dans ma vie, au lieu d'aller en France, aux États-Unis, en vacances avec ma famille serre la ceinture pour se battre pour ce peuple-là. Et je demande la même chose pour ce peuple. D'essayer un peu, papa, de nous soutenir aussi. Je ne vais pas devenir ici un mendiant, mais au moins on se bat. Si je peux avoir une petite boutique, un petit kiosque, mais c'est uniquement pour soutenir ma cause. Voilà, je ne fais pas la courbette. Si je peux avoir un petit taxi qui... Bertin, s'il vous plaît. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous avez fait la prison, je crois que c'est en 2008, c'est bien cela. On vous avait accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais pourtant, au moment où vous avez organisé une résistance militaire, je crois que c'est un peu plus antérieur, vous avez eu des accords avec ce régime. À ce moment-là, on ne vous a pas accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. En 2008, on vous accuse d'atteinte à la sûreté de l'État. Quelles sont les activités que vous étiez en train de faire qui a poussé ce régime à vous accuser d'atteinte à la sûreté de l'État? D'abord, vous êtes mal renseigné parce que vous posez la question est très maladroite. Vous dites, bon, mais j'avais signé des accords avec ce régime. Non. Non, mais après la résistance militaire de Mouyondi, bien sûr. Il y a eu des accords, non? L'accord de Mouyondi. Vrai ou faux? Mais lisez les archives, lisez les documents. Non, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on sortait de la guerre, c'était une guerre. C'était une guerre de résistance. Mais la résistance était militaire. Voilà. Lorsque vous faites ça, les parents certains sont dans des forêts, ainsi de suite. Donc vous allez faire une guerre pour une guerre. Mais la guerre, à un moment donné, il faut s'arrêter, mais on ne s'arrête pas sans tenir compte comment on appelle ça, de certains engagements des uns et des autres.
Mais je tiens à vous rappeler qu'après la signature de ces accords, ce sont des accords de paix, parce qu'il faut que le peuple retrouve la paix. Et lorsqu'on est sorti de ces accords-là, on m'a donné la fonction de commandant de compagnie de gendarmerie dans le pool. Donc à Kinkala, j'ai refusé. Je n'avais pas signé des accords pour une quelconque fonction. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé en exil comme certains d'entre nous. Je ai passé 4 années. Après la signature de ces accords, je suis allé en exil. Pour que ça soit clair dans l'esprit des gens ou des esprits chagrins. Alors, à ce moment-là, je ne reviens que à la convocation du dialogue national sans exclusif. Et nous rentrons tous ensemble avec les Mounari et consorts, pour que ça soit clair encore une fois de plus dans les esprits des uns et des autres. C'est là où je travaille. Les Mounari sont allés dans la politique, les uns sont devenus des députés, des conseillers, ainsi de suite. Et moi, je suis reparti dans ma caserne. C'est clair, jusque-là. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai été accusé d'atteinte contre la sûreté d'État quand je me retrouve à l'école de la gendarmerie. Voilà. Et là, oui, vous dites après la résistance de Mouyondi, vous avez fait l'exil. Mais à quel moment le président Omar Bongo vous avez invité chez lui au Gabon? Pendant votre exil? Mais je suis en train de vous dire, à la sortie de la guerre du 5 juin, tout le monde avait fui. Mounari, sauf Mberi qui était resté au pays. Les Mounari, comment vous les appelez? Tous les opposants, les Tsatsima Biala qui deviennent des grands leaders. Mukwege, Tsatsima Biala, les autres. Ils étaient tous partis. Ils nous ont laissés orphelins ici. Et nous étions massacrés, traqués dans nos régions. Et voilà comment la résistance est née. Il faut connaître quand même votre histoire. Je n'ai pas envie de faire ici l'apologie de la guerre. Et à ce moment-là, nous avons été bien obligés de tenir des armes pour nous défendre. Voilà. Pour être clair et limpide dans les cerveaux de ceux qui ne veulent pas comprendre. À partir de ce moment-là, il y a le chef de la résistance, c'est bel et bien à l'époque le lieutenant Pandingwari. Comment voulez-vous que vous soyez chef de la résistance dans le Grand Niari et que les leaders africains ne s'intéressent pas à vous? On m'invite par-ci, par-là, et voilà comment les connexions commencent à partir de l'étranger. Bon, je n'ai pas envie de faire l'apologie aussi de mes connexions ou de mes relations à l'extérieur. Voilà comment je commence à grandir politiquement sans même être politicien. Et je reste en exil pendant 4 ans. Et à la faveur malgré toutes ces connexions-là, mais il faut lire mon livre, vous allez comprendre toute ma marche. Tout est dans le livre. Oui, Bertin, on va lire le livre. De toute façon, moi, j'ai déjà commencé à lire le livre. Je suis probablement à la 50e page. Les Congolais, ce livre, ils ne me poseront pas ces questions-là. J'ai déjà tout fait. J'ai dépensé 3 millions pour vous donner cette information-là, de ma propre poche, pour que vous soyez conscient de ce que je suis, pour que vous connaissiez qui. Bertin, on va se calmer. Est-ce qu'on va se calmer, Bertin? Oui, tu as parlé de l'exil que tu as vécu l'exil après cette résistance. Il y a eu les accords donc de Mouyondi, qu'on appelle ça. Vous êtes allé à l'exil. Moi, je voulais comprendre un peu comment c'est organisé cet exil, parce que je sais également que vous avez été invité par Omar Bongo, qui vous a d'ailleurs tendu un livre, et le livre, c'est le livre de Denis Sassou Nguesso. À la même occasion, le jour où il t'a reçu d'ailleurs, après t'avoir donné ce livre de Denis Sassou Nguesso, il t'a proposé faire des études ailleurs, de ne pas rentrer chez toi, mais surtout de ne pas en parler à tes collaborateurs, c'est-à-dire tes amis de lutte. Et de là, tu es allé, je ne sais pas, dans quel pays pour suivre tes études. Probablement qu'il t'avait aussi donné un peu de la... Pardon? Je suis allé un peu partout en Afrique, là, et voilà. Oui, c'est ce que je voulais comprendre. Après la résistance, vous avez dit que vous êtes allé en exil. Et nous savons que M. Bongo, le président Omar Bongo, donc Bongo père, vous a invité, vous a donné le livre de Sassou Nguesso, Le fleuve, le Mongué et la souris. Et il vous suggère de continuer vos études à l'extérieur, de ne pas rentrer chez vous, mais surtout de ne pas en parler à vos amis, donc vos amis de lutte. Et de là, vous êtes parti, vous le savez. Pourquoi? Oui. Comment peut-on interpréter cet acte qui a consisté en réalité à vous extirper de votre groupe de résistance par Omar Bongo? Parce que nous savons qu'Omar Bongo, c'est quand même aussi le beau-père de Sassou Nguesso. Monsieur Christian, je répète encore, vous êtes journaliste, mais ne soyez pas trop journaliste. Je voulais simplement dire ceci. Oui. Dans la politique, il y a des aînés. Oui. Et Omar Bongo n'est pas n'importe qui. Quand vous êtes politicien, si vous n'avez pas des aînés, vous n'êtes rien du tout. Et pour moi, c'était une grâce d'avoir ce parrainage-là, pour être clair, pour être limpide. Donc, à la limite, il me découvre et il me parle du Congo. Il me parle de ce système, comment ça fonctionne. Il me parle des préséances. Il me parle des choses spirituelles que je ne connaissais pas. Donc, en fait, il m'a élevé spirituellement pour comprendre les enjeux géopolitiques, géostratégiques, pour comprendre comment le monde fonctionne. À partir de ce moment-là, j'ai compris que finalement, chaque chose en son temps. Voilà, pour résumer.
C'est pas le verbe extirper qui est approprié ici là. Non, mais parce que je sais que Omar Bongo, c'était quand même il fut le beau-père de Sassou Nguesso. Voilà, il a identifié. Il dit, est-ce que d'abord tu connais celui qui commande le pays? J'ai dit oui. Il dit non, tu le connais pas. J'ai déjà lu ce livre-là. J'ai dit non. Il dit lis-le. Quand tu le liras maintenant, tu comprendras. Mais entre-temps, je te dis voilà le Congo. Qu'est-ce que le Congo? Voilà. Quels sont tes aînés là? Voilà tes aînés. Voilà. Est-ce que tu as compris? Va lire le livre. Prends ton temps. Lorsque votre moment viendra, tu comprendras. J'en parle dans les livres, dans les détails. Tu comprendras qu'est-ce que le pouvoir. Et là, il m'explique. Le pouvoir, c'est un esprit. Ce ne sont pas les milliards qui font le pouvoir. Ce ne sont pas les milliards qui font le président. Mais je t'ai identifié. Je sais ce que tu seras un jour dans ce pays. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Voilà, je t'ai appelé pour te parler et pour te conseiller. Ne retourne pas parce que maintenant que vous êtes en train de faire cette résistance-là, ça n'aboutira à rien. Votre temps n'est pas encore arrivé. Votre temps arrivera. Quand ça viendra, tu comprendras. Et c'est maintenant que j'ai compris dans les détails. Donc, il y a des conseils d'Omar Bongo qui continuent à sonner dans mon esprit pour dire voilà, cet illuminé-là connaissait beaucoup de choses. Donc, le 27 octobre passé, Sassou Nguesso venait de couper le cordon. Je me rends compte que oui, finalement, né président, ce n'est pas qui le veut. Donc, j'ai bien envie de te répondre dans les détails, mais en risque non, sans donner les détails, moi je veux comprendre, lorsque vous êtes parti, voilà, après la rencontre de M. Omar Bongo, quand vous êtes parti, êtes-vous reparti dans votre village pour aller expliquer à vos amis de lutte que vous avez été reçu par Bongo, qui vous a donné de l'argent et qui a financé vos études, qui vous a donné un livre pour comprendre qui était Denis Sassou Nguesso? Bon, mais moi je sais que toi tu n'as jamais tenu même un pays pour faire la guerre, donc tu me fais rire. C'est pas mon rôle et puis ça n'entre pas dans les cadres. Mais moi qui suis dans ce rôle-là, je te réponds aussi de manière crûment. Donc, lorsque vous êtes en résistance, beaucoup n'imaginent pas ce que c'est la résistance. Non, je te rappelle quand même, s'il te plaît. Puisque tu poses des questions, tu dois subir les réponses. Oui, tout à fait. Nous sommes faits pour ça. Quand tu luttes, tu n'es pas beau, tu es sale, tu ne manges pas, tu n'as pas de famille. Voilà, tu luttes pour la collectivité, on ne lutte pas pour la famille. Je ne luttais pas pour mon clan. Je ne luttais pas pour moi-même, je luttais pour la liberté, pour les droits civiques. Voilà, c'était ça le sens de cette lutte-là, et c'est la même lutte qui continue. Voilà. Et lorsque un aîné qui comprend ça, vous identifie, vous fait appel et vous donne des conseils, ce n'est pas dramatique. Au contraire, il faut dire que c'est une grâce. Voilà. Que cela dérange les esprits chagrins, on s'en fout. Permettez-moi l'expression. Non, mais si j'ai compris, cela veut dire que Omar Bongo pouvait s'ingérer dans la politique congolaise, pouvait s'ingérer dans votre vie pour vous dicter votre futur, votre destin, c'est cela? Mais aujourd'hui, là, je vois encore les gens là qui demandent la communauté internationale. Mais Omar Bongo était déjà là, faisait déjà partie de la communauté internationale, il n'était pas congolais. Voilà, mais c'est Omar Bongo qui explique, plutôt qui initie le dialogue à Brazzaville, peut-être vous ne le savez pas. C'est lui qui initie ça. C'est le même. Mais il a initié un dialogue à Brazzaville, n'est-ce pas, pour évidemment au profit de son beau-fils. Ah non, mais c'est vous bien entendu. Vous pouvez pas le dire. Là, ce sont des accusations gratuites. Il a initié ce dialogue-là. Je suppose. La paix s'impose. Voilà. Lorsqu'il y a deux personnes qui se battent, il faut qu'il y ait quand même une troisième personne qui vienne pour apaiser. Il n'avait pas mal fait. Voilà. Aujourd'hui, là, je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a deux protagonistes sont en bis-bis. Mais parfois, ils appellent la communauté internationale. Ils en ont pas honte. Voilà, aujourd'hui, c'est pas quelle est votre perception? Quelle est votre perception de la paix? Qu'est-ce que vous appelez par la paix? Et après, vous nous direz si au Congo, il y a la paix. Comment vous percevez la paix? De toutes les façons, je n'ai pas envie de vous définir ma perception de la paix. Je dis simplement qu'au Congo, il n'y a pas la paix. Voilà, au lieu d'aller très loin, je vous dis, selon moi, la paix n'existe pas. Si la paix existait, on ne serait pas là en train. Aujourd'hui, c'est peut-être Télé Congo qui devrait être là en train de m'interviewer ou bien DRTV. Il n'y en a pas. De toutes les façons, je n'ai pas cette grâce avec Télé Congo, je n'ai pas cette grâce avec DRTV. Voilà, il n'y a pas la paix, selon mon entendement. Donc voilà, ce n'est pas la peine que je vous définisse là. Et comme quoi, le dialogue d'Omar Bongo n'a servi à rien, sinon à maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Non, ça c'est une accusation. J'observe les faits. Voilà. Je dis simplement ceci. Si il y a eu la guerre du 5 juin à Brazzaville, ce n'était pas la faute d'Omar Bongo. Voilà, ça au moins non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Respectons la mémoire des morts. Il est parti. Aujourd'hui, il n'est pas là. C'est pas lui qui est en train de souffler à l'oreille de Sassou pour dire bon, qu'il n'y ait pas la démocratie, qu'il n'y ait pas l'indépendance
des votes, ainsi de suite. Bon, soyons, ok. On comprend ça comme ça. Vous êtes rentré donc au Congo après votre exil, et pendant l'exil, vous avez certainement fait aussi des études, comme l'avait demandé d'ailleurs Omar Bongo. Et là, quand vous rentrez, après, vous êtes rattrapé, on vous accuse d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est bien cela? Voilà, donc si vous voulez aller dans les détails, le livre est là à votre disposition, c'est 232 pages, tous les détails sont dans le livre. Et que les Congolais aussi le lisent pour comprendre, au lieu de faire des affabulations. Ce que j'ai signé, c'est mon ouvrage. Tous les détails sont dans le livre. Ils auront le temps de lire le livre, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils sont informés. Bon, on revient sur, évidemment, l'élection présidentielle. Je reviens là-dessus parce que jusqu'ici, je n'ai pas obtenu la réponse sur ma question de savoir les conditions dont vous faites état, qui sont réunies. Vous avez même dit en octobre, je ne sais pas dernier, le glas a sonné pour Denis Sassou Nguesso et qu'une nouvelle personnalité devrait prendre la relève. Probablement vous. Voilà pourquoi je veux savoir de quelles conditions vous parlez. Et dans le début de vos réponses, vous avez parlé d'un appel, je ne sais pas si c'est de Dieu ou je ne sais pas si c'est des man ou bien... bon, bref, vous allez nous expliquer quel appel avez-vous reçu et quelles sont les conditions qui sont réunies, les conditions dont vous faites état exactement. Parce que tout le monde sait que les conditions d'organisation des élections au Congo sont biaisées. Je tiens à dire ceci. Nous devons aller aux élections présidentielles. Nous ne devons pas tomber dans le piège des mercenaires que le système a lancé dans les réseaux sociaux pour dire que si nous allons aux élections, nous allons pour accompagner le système. Non, c'est faux. Au contraire, le système redoute même les élections parce que ce système n'a plus d'arguments. Donc, les conditions sont très réunies. Pourquoi? Parce que la communauté internationale aujourd'hui ne soutient plus le système. Ils n'ont plus l'argent, ils sont en parfaite difficulté. Aujourd'hui, lorsqu'ils avaient de l'argent, même en 2016, ils n'ont pas pu avoir des pourcentages pour gagner ces élections-là clairement. Vous dites qu'ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus de moyens pour acheter les consciences. Parce qu'ils travaillent par la corruption. Et comme ils n'ont plus ces moyens-là, ils sont donc obligés, malgré les armes, malgré les chars, malgré les avions de combat, ils sont obligés par la loi, ils sont obligés de venir demander une fois de plus le suffrage devant le peuple. Et c'est là où nous les attendions depuis le hold-up électoral de 2016. On avait déjà préparé cette attente. Et nous allons supporter, on va croiser les bras. On les attendra en 2021 parce que 5 ans, ça passe vite. Lorsqu'ils viendront, c'est là où nous allons leur dire, maintenant c'est fini, on ne va plus charger de stratégie et nous allons donner le suffrage à quelqu'un d'autre en qui nous aurons confiance. Voilà le système. Maintenant, si nous commettons la maladresse, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui, de dire non, finalement, si on va aux élections, on les accompagne. Le verbe accompagner est inapproprié parce qu'en 2007, lorsque nous sommes allés avec Mokoko, on n'avait accompagné personne. Nous étions allés pour aller combattre et nous avons gagné. Et cette fois-ci, nous allons refaire la même chose avec la plus forte onction. Et ils ne commettront pas la maladresse de nous voler notre victoire cette fois-ci. C'est dans ce sens-là que je m'exprime. 2021 ne sera pas 2016. Ils ne nous voleront pas. Parce qu'il faut bien qu'il y ait notre présence dans les urnes, dans les élections, là, pour que nous puissions revendiquer au cas où ils oseraient une fois de plus nous voler encore devant la communauté internationale. Voilà. Mais parce que si nous commettons la maladresse, ce n'est pas aller aux élections. Ça veut dire quoi? C'est ce que lui, là, en fait, c'est ce que ce système attend au fond. Parce que redoutant les élections, redoutant le peuple, le verdict du peuple, ils vont se dire, il faut aller avec les plus faibles, il faut leur demander de ne pas partir pour que nous puissions gagner soit par procuration, soit par forfait. Non, on ne va pas leur faire ce plaisir-là. Donc, s'ils commettent la maladresse, à ce moment-là, nous appellerons la communauté internationale pour revendiquer de droit et par tous les moyens de droit, ce qui nous revient de droit. Mais si on n'a rien à revendiquer, nous serons comme des abrutis devant ce système-là. Voilà. On ne peut pas nous tromper, ce n'est pas possible. On ne veut pas tomber dans le piège de la Côte d'Ivoire, de l'opposition de la Côte d'Ivoire. Prenez comme exemple l'opposition de la Côte d'Ivoire qui devient ridicule. Ça ne peut pas se passer encore au Congo, ce n'est pas possible. Mettons-nous autour d'un candidat tel que je me présente là. Regardez-moi bien. Est-ce que je n'ai pas la carrure d'un chef d'État? Est-ce que je n'ai pas roulé ma bosse? Est-ce que je n'ai pas commencé à lutter militairement, politiquement pour ce pays-là? Nous sommes combien de cette génération-là, des gens qui sont nés après 1960? Je crois que la population appréciera et répondra à votre question si vous êtes présidentiable tel que vous l'avez. Nous sommes combien? Cherchez-moi quelqu'un qui a roulé sa bosse comme moi, que ce soit à l'étranger, que ce soit ici au pays, né après les indépendances. N'ayons pas honte, ayez la probité intellectuelle. Actuellement, comment sont tes relations à toi avec Sassou Nguesso? Toi, tu es journaliste, tu devais être le premier à le savoir, même à le soupçonner. Voilà, non, mais moi, je ne peux pas soupçonner. Je te pose la question simplement parce que je sais qu'en 2005, si j'ai bonne mémoire, vous avez eu à demander pardon à Denis Sassou Nguesso. Et c'est paru même dans les journaux.
Oui. Je me disais, est-ce que c'est une manière de faire allégeance à Sassou Nguesso? Voilà pourquoi je vous pose la question aujourd'hui. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Sassou Nguesso? Je vais vous dire une chose. Dans la vie, la Bible dit l'humilité précède la gloire. J'étais prisonnier. Et quand j'étais prisonnier, je peux vous garantir, ça fait mal. Là où les autres sont passés, là, je suis passé là aussi. Pendant près de 4 ans. Et moi, je ne suis pas venu avec les ténèbres, je suis venu avec la lumière. Moi, ma base se trouve au ciel. Je n'ai pas honte de mon Dieu. Et lorsque Dieu te dit demande pardon à ton chef, qui est l'autorité morale, la montagne la plus élevée dans ton pays, pour que je te sorte de cette injustice-là. Je fais la volonté de mon Dieu. Je l'explique une fois de plus dans mon livre. Et c'est la même chose que j'ai faite quand j'ai demandé, quand Nsuru était en difficulté, coincé, encerclé par les militaires et les policiers autour de sa résidence. Je suis allé voir Nsuru, le colonel Nsuru, pour lui dire, mon colonel, Dieu me met à cœur de vous demander pardon au président de la République. Pourquoi voulez-vous mourir bêtement? Ça ne vous enlèvera rien. Demandez-lui pardon. Et ça ne va pas briser votre orgueil d'homme, de colonel. Il ne m'avait pas écouté. Je le répète dans mon livre. Tout ceci arrive, toutes ces questions arrivent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, nous ne faisons pas les efforts de nous connaître, d'étudier les autres. Surtout même quand lorsque nous mettons les livres, des vidéos en ligne. Les gens ne font pas des efforts. Les gens préfèrent boire, manger, tout ça, la fête, la vie. Mais lorsque un compatriote fait les efforts de s'expliquer, d'écrire, de signer un ouvrage, mais c'est pour la prospérité. Bertin, s'il vous plaît. Vous avez suggéré au colonel Nsuru de demander pardon pour évidemment ne pas mettre sa vie en danger. Donc, si j'ai bien compris, les Congolais qui ont des problèmes avec Denis Sassou Nguesso doivent aller demander pardon à Sassou parce que Dieu voudrait que ça soit comme ça. C'est cela? Non, je n'ai pas dit que Dieu voudrait que ça soit comme ça. Je suis en train de dire ceci. Vous ne lisez pas les ouvrages des Congolais, tant pis pour vous. Et vous continuez toujours à... Nous les lisons, t'inquiète. Je suis obligé d'être vous le dire. Voilà. Et donc, je dis ceci. Chacun de nous a son Dieu. Sassou a son Dieu, j'ai le mien. Kolela a son Dieu, Mounari a son Dieu, X a son Dieu, toi aussi tu as ton Dieu. Voilà. Donc, moi, dans ma vision spirituelle, dans ma logique sociale, je vais être en paix avec tout le monde, même avec mes ennemis, avec mes adversaires. Que cela blesse X ou Y, ça m'importe peu, n'est-ce pas? Mais je dis, je vais être en paix avec tout le monde, ainsi qu'avec le peuple. Donc, le problème, c'est lequel? Dans le règlement des conflits, il y a une certaine démarche, il y a une certaine façon de faire, n'est-ce pas? Et que ce soit dans les sociétés, dans nos vies quotidiennes, même dans nos vies traditionnelles, il y a toujours une certaine démarche. Et la sagesse qui m'a été transmise me demande toujours d'être en paix même avec mes ennemis, avec mes adversaires. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous verrez que Pandingwali ne passe pas son temps à diffamer même dans des réseaux sociaux, dans des journaux, dans des livres. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je me regarde, je dois faire un examen de conscience. Qui suis-je d'abord moi-même avant d'aller en face de quelqu'un? Je dois avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de me mirer. Je ne prête pas, je soupçonne personne. Je veux être en paix avec moi-même et avec la nature, l'environnement et même l'environnement. Donc, c'est dans cette perspective que je suis allé voir un ancien qui est colonel, un ancien enfant de troupe. C'était à double raison. C'était un AET et c'était un officier comme moi qui voulait devenir politicien. Il fait une déclaration inopportune à la radio, à RFI, alors qu'il n'est pas encore mis en disponibilité. Il dit, mais ancien, tu es colonel, tu étais quand même la deuxième personnalité du Conseil national de sécurité, tu es censé connaître le droit et l'administration. Prends ta mise en disponibilité avant de faire le bruit à la radio. Pourquoi tu veux donner raison à tes adversaires? Demande pardon. Et ça, voilà, ça devient un motif de conscience aussi. Et aujourd'hui, maintenant que nous parlons là, ceux qui bravaient, ceux qui le soutenaient là, ils sont maintenant contents de le voir sous la terre. Alors, tu l'as déclaré, ta base est au ciel. Comme quoi, vous êtes, si j'ai bien compris, vous êtes un envoyé donc de Dieu. Mais je me pose ma base est au ciel. C'est ça la différence. Votre base, voilà. Votre base est au ciel. Cela veut dire que vous avez une mission qui vous a été confiée par Dieu. Bien, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Mais est-ce que réellement Dieu, pour agir, a besoin d'une élection présidentielle pour que vous deveniez président de la République? Posez la question à Dieu. Pourquoi vous me la posez? C'est vous qui nous rapportiez votre entretien avec Dieu. Posez cette question à Dieu, pas à Pandingwali. Je ne suis pas Dieu. Mais je vous dis ce que Dieu fait. Voilà, je vous parle de mes rapports avec mon Dieu. Sassou parle de ses rapports avec ces dieux de la terre. Là. Lisez son livre, Le fleuve, le Mongé. J'insiste, lisez-le. Les Congolais ne lisent pas. Lisez le livre, vous allez comprendre la différence entre Pandingwali et Sassou Nguesso.
C'est tout ce que je vous conseille de faire. Merci Bertin Pandingwari d'avoir répondu à toutes nos questions. Probablement que vous avez un mot de la fin, c'est cela. S'il n'y en a pas, eh ben, on dit bye-bye à nos téléspectateurs. En tout cas, merci. Le mot de la fin. Que le peuple congolais me pardonne parce que je suis né avec une coiffe qui ressemble à la coiffe du président Denis Sassou Nguesso. Pendant que tu en parles, voilà. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou bien c'est une imitation? Vraiment, c'est tout à fait naturel. Ceux qui m'ont vu grandir le savent, ils peuvent témoigner. Voilà. Ça, c'était pour, maintenant pour le reste, de grâce que les gens lisent le livre. J'ai quand même mis tout mon temps pour expliquer les détails, même les événements passés, la guerre du 5 juin, le voyage de Lissouba, par où il est passé ses itinéraires. En fait, tous les secrets sont dans ce livre-là. Vous allez franchement vous ravitailler intellectuellement et spirituellement dans ce livre. Nous vous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation, surtout d'avoir répondu à toutes nos questions sans embâge. Et le plateau, il est toujours libre. Vous reviendrez quand vous le souhaiterez. Merci aussi à nos chers téléspectateurs, vous qui avez consacré votre temps pour nous suivre une fois de plus. Mais j'ai bien apprécié votre fidélité. On se retrouve très prochainement sur le même plateau avec le même plaisir. Merci. 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 Audio Jungle.